quand le général de Gaulle a reçu les officiers, il avait demandé les officiers de l'état-major. Chez nous, un officier a dit « il faut une femme ». Ah, moi j'ai entendu ça se passait derrière moi, j'ai pas bien réalisé. Et il a dit « il faut Madame Roll ». Et j'étais la seule femme avec tous ces officiers. Merci d'être au rendez-vous de 13h15 le samedi. Au sommaire aujourd'hui, un portrait et un hommage à une femme hors norme, Cécile Roll-Tanguy, disparue le 8 mai dernier à l'âge de 101 ans, veuve du colonel Roll, chef des forces françaises de l'intérieur de la région parisienne. Elle a partagé tous ses combats dès les premiers jours de l'occupation. Elle s'est engagée à ses côtés dans la résistance, en cachant des documents secrets, mais aussi des armes. Et c'est sur sa machine à écrire qu'elle a tapé l'appel à l'insurrection des Parisiens en août 1944. Remonter le fil du temps en la retrouvant, c'est elle qui va nous replonger dans cette histoire. Nous avions eu le privilège de la rencontrer il y a 10 ans déjà. À l'heure de la date anniversaire de la libération de Paris, voici le récit de ce destin incroyable. Florent Muller, Frédéric Capron et Mathieu Parmentier. Elle a combattu dans l'ombre et s'est éclipsée le jour de la victoire. Le 8 mai 2020, dans la France confinée, Cécile Roll-Tanguy n'est pas morte. Parce que Paris n'aurait jamais pu se passer d'elle. Vous en souvenez-vous? C'était hier. L'ennemi était encore là. Il torturait, il tuait, il assassinait. Aucune précaution n'était superflue. L'histoire, ou plutôt son destin d'héroïne, s'est terminée ici, sous les pattes du lion de la place d'Enfer, à 26 mètres sous terre. Le colonel Roll y dirige en août 1944 les combats de la libération de Paris. Comme toujours, il dicte ses ordres à celle qui n'a pas cessé d'être à ses côtés depuis le début de la guerre. Son épouse, Cécile. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. C'est la seule occasion où elle apparaît sur les films de l'époque. Dans la mémoire de l'après-guerre, les femmes étaient priées de transmettre la volonté des hommes. Que ce soit par écrit ou par téléphone. Passé cette date, le colonel Roll était promis au livre d'histoire, pendant que sa femme retrouverait le chemin du foyer et élèverait les enfants. Bonjour, le photographe qui commence. Il y a 10 ans, nous l'avions rencontré dans sa cuisine, avec sa petite fille Mathilde, venue lui rendre visite. C'est les filles, toutes les deux. Non, moi, ta sœur. Non, pareil. Ah bon? La fille aux bijoux. Ouais. Ah non, les bijoux, ah non. je sais pas, moi. Aude, elle a un mari qui n'aime pas trop. Tu parles, il lui achète des colliers aussi. Ah oui, mais c'est pas des colliers en toc. Est-ce que ça, c'est du tac? Ah non, c'est rien. Bon, et ben, Pour l'occasion, Cécile et Mathilde avaient bien voulu feuilleter l'album familial, dont les photos composent un récit où les femmes ne sont jamais des figures silencieuses. Bon, on commence. Chérie, je t'attends. Alors ne tardons pas et reconstituons patiemment cette histoire qui débute comme une histoire d'amour. Les images nous parlent d'une petite Parisienne, chérie par ses parents. Une bonne élève, avec un je ne sais quoi de farouche, qui, entre deux plongeons, se verrait bien institutrice des écoles. Les images parlent d'un solide breton de 11 ans, son aîné, qui fait vrombir sa bécane dans les vélodromes. Elles ne disent pas qu'Henri Tanguy est ouvrier depuis l'âge de 14 ans, qu'il milite et s'est battu en Espagne au sein des brigades internationales venues appuyer les républicains. Elles ne disent pas non plus que Cécile défilait à 14 ans contre Hitler, que ses parents communistes en ont fait une dactylo au syndicat des métaux. Mais les images disent l'essentiel. Ces deux-là savent ce que ça veut dire, s'engager. T'étais plutôt timide ou pas comme jeune fille? Je pense pas que j'étais timide, mais sans doute assez réservée.
Oui, j'avais pas l'habitude de me jeter à la tête de tout le monde. Alors ta rencontre avec Papé, ça s'est fait au syndicat des métaux où il était devenu permanent? Oui, et c'est seulement au mois de janvier 38 que, à l'occasion d'une rencontre dans les couloirs, comme ça, vous savez, il m'a dit est-ce que tu veux sortir, venir au cinéma avec moi? Donc là, vous avez commencé à sortir ensemble, et puis il est parti en Espagne. Et puis il est reparti un mois plus tard, en Espagne. Et vous avez correspondu par Et on a par correspondu pendant tout son séjour espagnol. Ces photos ont toutes été prises par Henri entre les combats. À 850 km des fusils qui claquent, Cécile devient sa marraine de guerre. On ne s'écrivait pas tous les jours. Il n'avait pas que ça à faire, faut bien dire la vérité. Je pense que cette correspondance qu'on a eue pendant 9 mois a fait qu'on s'est mieux connus, je pense. Et que, c'est comme ça que moi je le vois, ça a fait quelque chose de très profond. Henri y apprend à se battre et tous les deux découvrent l'amour. Cela dit, je ne sais pas lui ce qui l'a aussi attiré vers moi. Ça, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé. Il me disait souvent après, oh, j'avais tout de suite vu comme tu étais. Mais comment j'étais? Parce que, comme tout bon révolutionnaire de l'époque, être marié, avoir des enfants, c'était pas ce qu'il prévoyait. Lui-même, il racontait que l'idée, c'était plutôt un bon révolutionnaire, justement, ne se marie pas, n'a pas d'attache, voilà, et comme ça peut consacrer sa vie à la Révolution. Oui, c'est ce qu'il disait toujours. Et puis bon, la vie, on a décidé autrement. À son retour, la vie accélère le pas. À partir du moment où, quand il est rentré d'Espagne, où on est sortis ensemble, les choses ont évolué autrement, et si je puis dire, et je me suis retrouvée enceinte. J'avais eu Mais t'avais des nausées une nausée dans l'autobus, je suis descendue vite. J'ai dit Mémé, la mère d'Henri, on l'appelait Mémé. Oh, j'ai dit Mémé, elle fait des cafés tellement forts que ça me donne mal au cœur. Alors bon, mais lui... Alors bon, il faut le dire à papa, maman, chez moi. Il m'a dit, alors j'ai dit bon, non, il a dit c'est moi. C'est moi le responsable, c'est moi. Alors on est arrivé chez mes parents. Puis ça s'est très bien passé. Le couple s'installe chez les parents de Cécile, dans le 20e arrondissement. Papé a dit, tu sais, on se marie, mais dans 6 mois, c'est la guerre. Vous savez, quand on a 20 ans... Oui, puis qu'on se marie, c'est pas forcément à ça qu'on pense en premier. On pense pas à ça. Et puis 6 mois, pourquoi pas. Je sais pas, ça ne m'a pas frappé. Et puis quand il a été mobilisé, il m'a dit, n'oublie pas, le fascisme, c'est notre ennemi. C'est des petites phrases comme ça, mais qui reviennent après et qui font que, dans des moments, on s'en rappelle, ça revient. Alors, mais ça n'a jamais été un motif d'hésitation pour vous marier? Non, on s'est mariés, on vivait chez mes parents, on n'avait pas pris d'appartement, puisqu'on allait avoir la guerre. Et puis que j'étais enceinte, donc ma mère voulait pas trop me lâcher, parce que, cette pauvre petite, j'étais fille unique. Mais après, non, après c'était autre chose. En novembre 39, Cécile donne naissance à Françoise. Mais le bonheur se sauve vite. Henri est mobilisé. Malgré le coup de massue du pacte germano-soviétique, le couple refuse de choisir entre cette étrange alliance et la lutte contre le fascisme. Le PCF et les syndicats sont interdits en France. Le père de Cécile, arrêté. Mon père a été arrêté le 15 avril 40. À partir de là, il n'y avait plus de paye à la maison. Il n'y avait plus que ce que je touchais, moi, comme femme de mobilisée. C'était une petite allocation de rien du tout. Un copain d'Henri, il m'a trouvé, lui, un travail aide-magasinière. Et moi, qui ne connaissais pas beaucoup ni les clous, ni les vis, ni les ceci, ni les cela. Début juin,
le patron a dit, ben voilà, vous vous repliez dans la région de Toulouse. Je me rappelle même pas où, parce que j'ai pas enregistré, et pour cause, je n'allais pas partir par vos propres moyens, en vélo, à cheval, en voiture, j'avais rien, j'allais pas prendre le train. Et ma seule idée, en voyant débouler tous ces gens avec l'Exode, c'était de ne pas quitter Paris pour que papé me retrouve quand il reviendrait. J'avais pas d'autre chose en tête. Et puis, à la veille de l'entrée des Allemands à Paris, j'ai perdu ma petite fille. Vous savez que c'est une période vraiment difficile parce qu'il y avait le drame familial. C'était difficile parce que d'abord les Allemands qui se baladaient là et moi qui venais de perdre ma petite fille, c'était une période tellement délicate, disons. Et puis, c'est pour ça que quand les copains des métaux sont venus me demander si je voulais travailler avec eux dans la clandestinité, puisque la CGT, tous les syndicats étaient dissous. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Tu t'es pas posé de questions ? Oh non, pas du tout. Cécile a 20 ans et elle se battra comme on respire. Parce que c'est naturel, parce que c'est évident. Elle devient agent de liaison. Tu tapais des tracts, tu tapais des petits journaux. Des journaux, oui. Et donc ça que ta formation de dactylo t'a servi ? Oui, servait. C'est pour ça qu'il m'avait contacté. Alors, agent de liaison, ça allait de soi en même temps, parce que on n'était pas nombreux, il fallait aussi faire. Justement, ça veut dire quoi, agent de liaison, concrètement ? Parce que moi, tu m'as raconté que tu prenais rendez-vous, mais concrètement. Voilà. Et on ne voit pas carrément les responsables. Parce que dès le départ, c'est cloisonné pour éviter les chutes. On ne connaît pas un tel, on ne sait pas qui est là. Voilà. Mais sans ces agents de liaison qui connaissaient tout et qui voyaient tout, sans ça, le travail n'était pas possible. Sans elles, en fait, parce que... Sans elles, parce que c'était souvent des femmes. Souvent des femmes, parce que c'était plus facile. Les femmes vont et viennent. Les Allemands se méfiaient moins, peut-être ? Se méfiaient moins aussi. Bon, on a des copines qui se sont carrément vues avec une valise d'armes proposée par un Allemand de porter la valise. Alors, vous êtes chargée, madame, vous permettez ? Pourquoi pas ? Les tracts communistes dénoncent le régime de Vichy sans appeler tout de suite à la lutte contre l'occupant. En octobre 1940, Jean-Pierre Timbaud, le responsable des métaux, est arrêté. Henri passe dans la clandestinité. Dès qu'il a su, il m'a dit « Alors tu me fais mon baluchon et ce soir tu me le donnes, je m'en vais ». Il n'a pas attendu qu'on lui dise... oui, qu'on lui donne une consigne. Absolument. Il avait compris de lui-même. Tout de suite. Henri passe d'une planque à l'autre et les moments d'intimité sont rares. C'est maman qui est venue vivre avec nous, moi, 10 rue de l'Ouest. Il y avait une petite chambre sous les toits, sous les lambris, je dois dire, qui était libre. On s'est installés là, toutes les deux, avec Hélène. Et c'est comme ça que j'allais taper. Dans la soupente donnait carrément sous les toits, assis sur un petit banc. J'ai toujours aimé les petits bancs. Tu vois. Et quand j'étais petite fille, c'était comme ça. Alors, assis sur un petit banc et la machine sur une chaise. Et alors, c'était le toit au-dessus. Et ça donnait quand même un peu sur la rue. Vous tapiez sur quoi ? Sur quelle machine ? Une Royale, mais portable. Vous savez, elle était assez plate. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus ? Un soir, Henri prendra le risque de se promener rue de l'Ouest pour s'assurer que, depuis la rue, on n'entend pas la Royale. Le moindre son suffisait à la trahir. Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'URSS.
Cécile devient l'unique agent de liaison d'Henri. Avec l'entrée en guerre contre la Russie, contre l'URSS à l'époque, même Henri est passé dans l'action armée. Papé oui, ça a correspondu à ce moment-là. Oui. Et donc, c'est à ce moment-là, je venais d'avoir Hélène. Elle était née fin mai. Lui, c'est donc fin juin. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé, il m'a dit, tu sais, je te l'ai déjà raconté. Oui, tu as vraiment posé la question. Est-ce que tu veux rester à faire les liaisons avec moi? Parce que là, on risque la mort, on risque d'être fusillé. Enfin, si tu étais arrêté. Voilà. Et arrêté et fusillé. Pour lui, les femmes, on les fusillait pas en France, mais on les emmenait à Hambourg pour être décapitées. Donc, c'était autre chose. Mais enfin, c'était ça, on risquait la mort. Et je lui ai répondu tout de suite, oui, bien sûr, je reste avec toi. Et il m'a dit, non, tu pars quelques jours en vacances, tu ne me donneras ta réponse qu'en revenant. Alors, ma réponse en revenant, elle était la même, je suis restée avec lui. Vous savez qu'il avait pris la peine de vraiment te poser la question pour demander ton avis. Et je n'ai pas réalisé tout de suite. C'est des années après que je me suis dit qu'à l'époque, c'était pas courant. En mai 1941, Cécile donne naissance à une petite Hélène. 2 ans plus tard, elle accouchera d'un fils, Jean, sans jamais cesser d'assurer les liaisons. Est-ce que c'est vraiment le bon moment, la guerre, pour avoir des enfants? Vous savez, je dirais ce que je réponds d'habitude. C'est pas le moment, mais on n'a pas la pilule. Et les jeunes femmes actuelles, elles connaissent pas leur bonheur de pouvoir programmer une naissance. Moi, je les envie pas parce que j'ai eu mes enfants très bien, j'ai pas de problème. J'ai pas eu de problème. Mais c'est vrai que pour nous, c'était plus compliqué quand même. C'était plus compliqué. C'est Germaine Hénaf qui m'avait dit écoute, tu fais la méthode Ogino. J'ai tellement bien respecté que moi, j'ai eu mon fils. Et Germaine disait toujours celui-là, c'est grâce à moi qu'il est là. Vous savez, on se taquinait comme des jeunes femmes qu'on était. Hein. Oui. La vie est plus forte que tout. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on est enceinte, on accouche. L'accouchement, comment ça se passait? Parce que comme tu pouvais aller sous ton nom j'ai accouché les 2 fois sous mon nom. Oui, c'était pas compliqué, mon mari, je savais pas où il était. Oui, c'était l'explication que tu donnais pour pas avoir de questions. Mon mari, je sais pas où il est. Ah, quand même. Ah non. La dernière fois qu'il m'a écrit, il m'a envoyé une carte de Marseille. Je mettais la distance. J'ai accouché très vite, et puis je me suis retrouvée dans la matinée dans une grande salle commune, avec une personne qui avait accouché 3 heures avant moi. Et on parle un petit peu comme ça. Oui, elle dit, mon mari demande si vous êtes la femme de Tanguy qui était dans les brigades internationales. Vous vous rendez compte? Alors, j'ai dit oui. Elle me dit, parce que vous savez, il pense comme vous. Maillard, il était dans la résistance. Il a été arrêté en novembre 1943, dans la même rafle qu'Eften et la MOI. Il n'a pas parlé, parce qu'il savait notre nom, notre adresse, et que je venais d'avoir un petit garçon. Et donc, il aurait pu très bien parler. Il n'a pas parlé. Elle nous a prévenus tout de suite. Et puis, il a été fusillé le 11 avril 1944 pour le premier anniversaire de sa fille. Ça, c'est une chose qui m'est toujours restée. J'en ai la chair de poule quand j'y pense. Enfin. Et on a eu comme ça des copains. Moi, je ne sais plus d'où je partais. Qu'est-ce que j'ai dit, ma chérie? Comment on fait pour pas paniquer, pour garder son calme? Ça a été naturel? J'ai traversé Paris avec une petite bombe, je te l'ai dit déjà, avec Hélène dans mes bras. C'est toi qui la portais ou c'était pas? Ah oui, non, c'est moi. Dans mon sac, il y avait une couche pour Hélène, alors qu'on ne lui mettait plus de couche. Mais c'était pour cacher tout. Et puis, j'ai jamais eu peur. Vraiment la peur, comme ça, j'ai traversé Paris.
Avec la mitraillette aussi, tu racontais, dans le landau... Quand je suis revenue sur Paris, dans le landau d'Hélène. Oui, et puis des revolvers, des grenades. Bah, écoute, c'était aussi ce à quoi j'étais destinée. Mais ce qui faisait aussi que mon amie Angèle, là, Angèle Mercier, elle est morte à Auschwitz, elle disait carrément, un jour je serai arrêtée puis je m'en sortirai pas. Oh, ça me fiche en rogne quand elle disait ça. Et alors elle avait peur. Comment avec ta fille tu viens avec ça dans ta voiture? Mais enfin tu te rends pas compte. Alors c'est vrai qu'elle avait 10 ans de plus que moi. Moi j'ai l'impression d'avoir toujours su ce que je faisais et par conséquent de l'avoir fait étant volontaire dans les meilleures conditions parce que je ne me posais pas de questions à savoir, il fallait le faire, je le faisais. Est-ce que vous croyez qu'il a eu peur pour vous? Je pense pas. Je pense pas qu'il a eu peur, mais il était, je vous dis bien, très attentif. Hein. Quand il était en 1944, on habitait à Antony. Souvent, je l'ai retrouvé, il venait à ma rencontre, en vélo. Donc ça lui permettait de repérer. Voilà. Et puis, parce qu'il trouvait que j'étais peut-être un peu longue, parce que... Oui, donc il s'inquiétait quand même. Alors, tout d'un coup, il était devant moi, sur la route, là. Je lui disais, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de chercher, je viens de ta rencontre. Bon, on rentrait tous les deux, mais alors moi, j'avais pas le droit. Si par exemple, je trouvais qu'il était un peu long, alors j'allais vers le métro, la ligne de Sceaux. Et quand il me disait, qu'est-ce que tu fais là? T'étais un peu long, je trouvais quand même. Mais non, t'avais pas à te déranger, non. C'est Hélène, une fois dans l'escalier du métro, on revenait de voir Henri, qui était à ce moment-là dans la petite maison de Mémé, à Villiers-le-Bel. Il y avait un Allemand dans l'escalier du métro qui descendait comme nous. On descendait du train, on allait prendre le métro. Et elle le regardait, elle lui disait « Papa, papa !» Chez moi. Avec ma mère, on n'était pas très à l'aise. Mais enfin, pourquoi pas? C'est pour ça que je te dis... tu sais, il y avait des femmes dont le mari était prisonnier et tout. Il y avait des conditions de vie tellement différentes et tout que... Joseph Epstein, Gaston Carré, Raymond Losserand. Tous ces visages, Cécile les connaît. Elle leur porte des messages avant d'apprendre du jour au lendemain leur arrestation, puis leur exécution. Mais après bien des morts, des sacrifices, un nouvel espoir commence à prendre forme. En juin 1944, à la veille du débarquement, Henri Tanguy prend la tête des FFI d'Île-de-France, carte numéro 1. Il adopte alors le pseudonyme de Roll, en hommage à l'un de ses camarades tombés en Espagne. Dans l'organigramme de la résistance parisienne, Cécile est notée comme secrétaire, mais elle demeure l'unique agent de liaison de son mari. Elle tape les messages qui préparent l'insurrection imminente, car depuis le succès allié en Normandie, les troupes allemandes s'affolent dans la capitale. Moi, je lui dis, dis donc, à Paris, on a l'impression qu'ils s'en vont, mais on va pas les laisser partir comme ça. Je lui dis, moi j'étais un peu remontée, enfin quand même, après 4 ans, ils vont pas partir en douceur. Et mon mari me dit, mais t'énerve pas, demain est un autre jour, tu verras bien demain ce qu'il y aura. C'est là que j'ai tapé l'ordre général du 19 août. Dans la nuit, il a rédigé, Papé, et puis il voulait que je tape à 3 heures du matin. Il y avait quand même, c'était un groupement HLM. Donc il y avait des gens qui dormaient. J'ai pas voulu, j'ai retardé, et puis à 6 heures, j'ai quand même tapé, parce que lui, il fallait qu'il parte, et moi aussi, au rendez-vous. Donc j'ai tapé à 6 heures du matin.
Le dimanche soir, on a pris les souterrains pour aller jusqu'au PC clandestin, sous le Lion de Belfort. Où je suis restée pendant plusieurs... Et qu'est-ce que tu faisais justement pendant ces jours les ordres, les trucs... Tu tapais, en fait, tu as suivi à travers... Oui. Durant cette semaine de combat, Cécile ne quittera presque jamais les sous-sols. Quand Paris prend les armes, et son mari est sur tous les fronts. Le vendredi matin, quand ils sont vraiment rentrés, j'étais au coin du bistrot, du restaurant, de l'avenue de la Porte d'Orléans à l'époque, et je les ai vus rentrer. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement quand tu as vu les chars de la 2e DB rentrer? Soulagée, mais je dis et je répète, parce que c'était vraiment mon sentiment, pas dans l'allégresse générale et démonstrative, parce qu'on en avait laissé tellement. Alors je dis toujours, à commencer par mon père, dont on ne savait pas ce qu'il était devenu. Il y avait des choses comme ça. On participe à la joie, parce que c'est fini, mais l'allégresse qui fait qu'on se laisse aller, les femmes qui montaient sur les chars pour embrasser. Ah non, d'abord, c'était pas mon style, comme je dis, mais en plus, je pouvais pas. Pour moi, c'était quelque chose de très fort, mais de très oppressant. Le 25 août 1944, la caméra tourne pour l'histoire. On reconnaît Henri Rol-Tanguy à son béret, pas très réglementaire. Les Allemands capitulent, et sur l'acte de reddition, Roll, le communiste, signe à côté de Leclerc, ce qui a surpris, dit-on, le général de Gaulle. Le lendemain, l'homme de la France libre descend les Champs-Élysées, avec le pays derrière lui et les résistants à ses côtés. Le soir, il convie les officiers à une réunion plus intime. Et quand le général de Gaulle a reçu les officiers, il avait demandé les officiers de l'état-major. Et chez nous, il y a un officier, le colonel Avia, il a dit « il faut une femme ». Ah, moi j'ai entendu ça, ça se passait derrière moi, j'ai pas bien réalisé. Et il a dit « il faut Madame Roll ». Et j'étais la seule femme avec tous ces officiers. Mais vous savez, je me suis pas rendu compte, on était devant le général de Gaulle. Oui, mais... Et alors mon mari me disait « mais enfin on a bien fait ça pour ça ». Ah oui, bien sûr. Alors, quand je dis ça, ça paraît naïf, on dit « oh, elle est un peu cucu, peut-être ». Mais je vous assure que je me suis pas rendu compte vraiment de l'importance, je dirais, que je pouvais avoir. Non, j'ai pas... Enfin, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais non, j'ai pas... Non. Puis après, vous savez, je suis rentrée dans le rang. J'ai été élever mes gosses. J'ai pas regretté. Après Hélène et Jean, viendront Claire et Francis dans la famille. Et si le colonel Roll a sa place dans le panthéon de la Résistance, son engagement communiste le privera longtemps des honneurs, avant qu'il ne soit décoré à nouveau, lui et son agent de liaison. J'ai été chevalier de la Légion d'honneur en 1984. Lui, il a été fait grand officier et moi, chevalier. Et vous étiez là, des gamines. Ici, hein. On a fait une réunion. Qui va te la remettre? C'est toi. Et où? Ici. On avait invité des amis, la famille, des amis proches. Et puis, j'avais préparé quand même une petite réponse. Mais quand il s'est agi que lui commence, et il a commencé comme ça, il a dit 2 mots, et il est parti. Il est parti dans la cuisine,
Et puis on a été le rechercher. Il était tellement ému qu'il ne pouvait plus dire un mot. Et il a très peu parlé d'ailleurs, il a dit le motif, en gros, résumer le motif de cette décoration. Et puis, tiens, voilà, vous voyez, parce que ça a été une émotion très forte. Et moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai terminé en disant, j'ai été ta marraine de guerre en Espagne, ben aujourd'hui tu es mon parrain dans la Légion d'honneur. Mais il avait vraiment été très ému. C'était les enfants, tout le monde était ému. En fin de compte, j'étais peut-être la seule à ne pas être très émue. Jusqu'à sa mort, à 101 ans, Cécile Rol-Tanguy a rendu hommage à toutes les femmes oubliées de la Résistance. Celles qui sont mortes dans l'oubli, celles dont on n'a jamais parlé et qui se sont engagées dans ce combat contre le fascisme et la peur. Parce que comme le répétait Madame Roll, la vie est plus forte que tout.